fais partie de l'équipe de processus d'affaires, gestionnaire de développement à la clientèle. Je fais gestionnaire de vente sur terrain. J'étais spécialiste de projet de vente et présentement, je suis chef d'équipe en commerce électronique. Donc, après tout ce temps avec Coca-Cola, j'ai fait des bons networks et j'ai eu à me connecter avec beaucoup d'amis et collègues qui s'étaient lancés sévèrement dans l'immobilier. Donc, je pris une décision de faire le cours et aussi recevoir ma licence au début de 2020. Donc, ça fait à peu près une année et demie que je suis agente immobilier. Et là, je sers tout l'Ontario, plus spécifiquement la région d'Ottawa et aussi la région de GTA de Toronto. Donc, à part la vie professionnelle, je suis aussi mariée avec mon mari qui me soutient beaucoup dans ce domaine. On a une petite fille de 1 année, son nom c'est Kenora, et ensemble, nous sommes aussi investis dans l'immobilier. C'est la meilleure décision qu'on a faite pour notre famille. Ça fait que 4 ans que nous sommes mariés et nous avons bâti notre belle maison dans la ville de Gatineau. Et à part cela, nous aimons avoir beaucoup d'amis et aussi être actifs dans la communauté. Donc, on se lance souvent dans des bénévolats, travailler en équipe comme le Leading Ladies aujourd'hui pour vous apporter plus d'informations. Donc, aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de faire part de cette organisation et cette présentation. Et j'ai hâte de vous parler un peu plus de l'immobilier, quels sont les avantages, pourquoi s'y lancer et quelques meilleures pratiques pour commencer. Merci. Wow, merci beaucoup, Nicole. Je vois qu'on a des femmes entrepreneurs ici, donc c'est excellent. L'immobilier, j'ai tellement hâte de vous entendre parler. Et encore, je vais présenter Josiane. Josiane, s'il te plaît, elle est notre comptable. Donc, je sais qu'on va beaucoup apprendre aussi de Josiane. Parle-nous un peu de toi, Josiane. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux panélistes et à toutes les participantes. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Ça fait toujours plaisir de voir les femmes qui se mettent ensemble pour faire des belles choses. Donc, c'est la première fois que j'assiste à cette série de webinaires. Je suppose que c'est une série. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire partie de la troupe aujourd'hui. Alors, je suis expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables de Ontario, donc du Canada. J'ai plus de 15 ans d'expérience en comptabilité. Je travaille pour les grandes entreprises, gouvernements, petites et moyennes entreprises. Et j'ai mis en place un cabinet de consulting pour soutenir et accompagner les petites et moyennes entreprises, surtout les entrepreneurs, parce que je vais dire surtout les entrepreneurs noirs, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'éducation. On a des très belles idées, comme mes deux consoeurs avant moi l'ont dit. On veut faire des investissements, on veut parler finances, on veut faire des belles choses, des belles réalisations, mais parfois on manque d'éducation en ce qui concerne tout ce qui va avec la comptabilité, la fiscalité, la gestion. Et je me suis rendu compte qu'il était vraiment important de s'éduquer entre nous pour que nos entreprises soient plus prospères et dures sur la durée. Donc voilà, c'est ce que je fais en plus de mon travail d'expert comptable. J'accompagne les entrepreneurs tous les jours dans beaucoup de secteurs. Je vais dire sur beaucoup de plans, que ce soit management, finance, trésorerie et tout ce que ça comporte. Donc, à côté de ça, je suis très passionnée par la mode. J'ai une entreprise de mode qui est comme un réseau qui connecte tous les professionnels de la mode. Quand je dis professionnels, je parle de tout le monde, hein, les designers, mannequins, blogueurs, tout ce que ça comporte. Je suis une productrice de défilés de mode et bien d'autres choses. Donc, je saurais m'étaler sur tout ce que je suis aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est en train de parler des finances, de l'utilisation de l'argent, de comment investir. Et j'espère pouvoir apporter mon expérience, ma petite connaissance sur le sujet.
Donc voilà, une fois de plus, merci de m'avoir invité et j'espère passer du bon temps avec vous. Merci beaucoup, Josiane. J'ai hâte aussi de savoir plus. Tu connais bien que j'aime ça et t'écouter. Donc, merci d'être là parmi nous. Et je vais passer la parole à Suzanne. Si tu peux te présenter. Tu es sur mute? OK. On t'entend pas? Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir. Oui. Ah, ok. C'est ça qui arrive avec le Zoom parfois, là, avec le son, c'est pas toujours évident. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. J'apprécie l'invitation. C'est ma première fois aussi. Alors, je suis Suzanne Gaba. Moi, je suis conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective. Alors, je suis licenciée ici à Montréal parce que moi, je suis à Montréal. J'ai un cabinet ici et je suis licenciée aussi en Ontario. Alors, vraiment, mon rôle, c'est de travailler avec les familles, les individus, quand on parle d'éducation financière, parce que comme certaines des intervenantes ont dit, une des choses qui est très, très importante, c'est vraiment de pouvoir supporter, de pouvoir guider. Et quand ça arrive, quand on parle de nos communautés, quand on parle d'argent, souvent, c'est tabou. Hein? On dit, ah non, des fois, on n'est pas très, très ouvert, mais ça devient important. Et pour moi, c'est vraiment une passion de m'asseoir avec les femmes, de m'asseoir avec les individus et de leur partager les outils. Et je dis souvent que le domaine des finances, c'est un langage que nous devons apprendre comme n'importe quel langage. Alors, pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous partager mon expérience d'environ une vingtaine d'années dans le domaine. Alors, merci. Merci beaucoup, Suzanne. Merci. Donc, c'est bien d'avoir les femmes vraiment expertes, comme j'ai dit, femmes et finances, donner du sens à l'argent. Et on parle là maintenant de tabou. Et puis, je sais qu'Aki nous a dit, on nous a menti, on nous a menti. Ben là, on va commencer la discussion. Qu'est-ce qu'on nous a menti? Et puis, pourquoi on nous a menti? Donc, j'ai des questions et puis je vais lancer la balle à vous. Donc, c'est une discussion. Soyez libres d'intervenir, de donner vos points de vue. Première chose, je vais juste dire des questions et puis on va en parler. Comment équilibrer le dette et crédit pendant votre parcours financier? Une autre question, j'avais pour vous les femmes, comment gérer de l'argent en tant que femme en couple ou seule? Et investir dans l'immobilier. Je sais qu'on a des experts aujourd'hui dans le sujet. Et une autre question aussi, c'est au niveau, ça va prendre peut-être Nicole pour nous parler de vente et achat immobilier et comment investir. Donc, en gros, ça peut ne pas être aussi dans l'immobilier. Et quelle stratégie adopter? Si on peut commencer par là, ça sera bien. Donc, je lance la balle à qui? Je n'entends pas à qui. Bon, allô. Je pense que toi et le bébé, vous avez voulu me parler en même temps. Donc, comme j'ai dit, on est femme, on est mère, on est beaucoup de choses et on sait comment s'adapter puis juminer. Donc, on est en train de multitask en ce moment. J'ai un petit bébé de 4 mois, donc it is what it is. Marie, c'était quoi ta question? Comment, est-ce que c'est la question à savoir comment gérer les dettes et les crédits, c'est ça? Marie? Ou si Marie n'est pas disponible en ce moment, peut-être quelqu'un peut juste me le dire. Oui, c'est ça. Vas-y. C'est la question? Okay, oui, parfait. L'argent. Moi, je pense que une des choses qu'on peut, je dirais, c'est cette question de gérer les dettes au lieu d'éliminer les dettes. Ça, c'est une chose pendant plusieurs années et je pense vraiment que c'est une chose dans la communauté, je parle des communautés noires et tout ça. On nous apprend des fois, parfois, on se débrouille à savoir comment gérer les dettes.
on gère les dettes. OK, je paye ceci, je paye un peu de cela, et puis après, je veux payer celui-là, j'ai un peu d'argent, je veux faire ceci. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez dans tout ça, c'est l'idée de ne pas nécessairement gérer les dettes, mais savoir comment éliminer les dettes. Et je parle de certaines dettes, surtout, et les dettes, lorsqu'on parle de vos cartes de crédit, qui sont beaucoup trop coûteuses, ça vous coûte votre crédit, votre credit score, comme on dit, ça vous coûte aussi beaucoup de choses si vous ne savez pas vraiment comment bien l'éliminer. Donc, si vous avez des dettes avec des taux d'intérêt au-delà de 7 à 8 je dirais, surtout 8 à partir de là, donc surtout vos cartes de crédit. Des fois aussi, comme on dit, les lines of credit. Ça aussi, si vous avez les lines of credit avec des taux très élevés, il faut savoir, pas vraiment comment gérer nécessairement, mais savoir comment l'éliminer. Et c'est une des dettes, la première dette qu'il faut éliminer, surtout la carte de crédit. J'ai dit ça parce que beaucoup des gens, et en tant que coach, je vois vraiment ça, beaucoup de nos membres dans nos communautés et même ailleurs s'y font vraiment prendre avec cette affaire de carte de crédit. Pensez-y un peu. À l'université, tu viens d'arriver, qu'est-ce qui arrive là? La première semaine à l'université, là, les tables qui sont là pour vous dire « Soyez la bienvenue à l'université », qu'est-ce que vous voyez comme table? Vous allez toujours voir quelques tables des compagnies de cartes, des banques qui viennent vous vendre des cartes de crédit. Parce que qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que, vous savez quoi? Ce sont des gens qui sont en train d'étudier. Donc, ils vont être des employés, la plupart d'eux. Donc, ils vont faire de l'argent, mais ils vont aussi dépendre, je parle d'employés, parce qu'ils vont aussi dépendre de leurs revenus, travailler, faire de l'argent. Donc, ils vont toujours avoir un genre de revenu où ils peuvent payer. Ils sont des meilleures personnes à accrocher dans cette affaire de carte de crédit et puis les garder dans ce cycle vicieux. Donc, carte de crédit. Toute dette que vous avez qui est au-delà de 8 à 9 ne les gérez pas, éliminez ça. J'ai dit ça avec une exception. Et puis ça, cette exception, je dis juste pour des gens qui sont arrivés à un point mature dans les affaires des finances où ils savent maintenant comment utiliser, pas des cartes de crédit, je ne veux pas que vous jouiez avec ça, mais les lignes de crédit ou bien de Home Equity Line of Credit, terminologie en français, pour être honnête avec vous, là, je ne le connais pas trop. Comment utiliser cela pour investir dans le droit immobilier, que ce soit comment devenir cela en devenant comme une banque où ce que tu empruntes pour des gens qui veulent investir dans le droit immobilier et puis te fais un taux d'intérêt de 9 à 12 Là, quand tu deviens à un niveau élevé dans ta maturité financière, de la connaissance financière, là, tu peux commencer à faire ce genre de choses. Mais au début, élimine ces genres de dettes et tu élimines, tout d'abord, j'aimerais que tu prennes juste ta petite dette, là. La dette, si tu as une carte de crédit ou si tu as une dette de 1 000 $, si c'est la petite dette, là, élimine celle-là d'abord. Élimine celle-là, juste commence à le peu d'argent que tu as ici et là, juste mets-le dans sa dette, mets-le dans sa dette. Et jusqu'au temps que tu l'élimines, et je ne veux pas que tu appelles la compagnie de la carte de crédit pour dire non, je veux que vous éliminez cette carte, je ne l'utilise pas. Non, non, faites pas ça, parce que ça va avoir un impact négatif sur votre crédit. Tout crédit que vous fermez vraiment un impact négatif. C'est comme ça qu'ils nous prennent avec ces jeux de crédit. Donc, vous avez éliminé, vous planifiez plus l'utiliser, prenez cette carte de crédit, vous pouvez même la déchirer, mais n'appelez pas la compagnie pour éliminer. Et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver à votre crédit dans 2-3 mois. Et après ça, si vous voulez quand même utiliser votre carte de crédit par après et non découper quoi que ce soit, je vous conseille fortement de vous assurer de toujours payer la balance sur votre carte de crédit au complet
chaque mois, avant la date émise. Cette affaire de payer les minimums, vous êtes juste en train de payer de taux d'intérêt. Vous n'êtes pas en train vraiment d'éliminer la dette et on est en train de vous, vraiment de vous prendre dans cette affaire de taux d'intérêt. Quand on parle de compound interest, c'est soit que tu es en train de faire du compound interest, tu es en train de le faire en investissement ou bien tu es en train de te faire prendre en train de le faire. Et si tu ne fais que payer le minimum quand tu payes ta carte de crédit, tu es en train de créer du compound interest pour la compagnie en tant que telle. Donc, vraiment, paye ta carte, le montant total que tu as utilisé et aie comme bonne habitude d'utiliser la carte de crédit juste pour des petits achats. Dis-toi, je vais l'utiliser juste pour le gaz. Donc, c'est un achat que tu fais chaque semaine ou chaque 2 semaines, gaz, et tu le payes avant la fin de la date émise là, pour la payer. Tu la payes et rassure-toi, il y a 2 dates, j'ai dit toujours, qui sont très importantes. La date où ta facture est émise, tu vas le voir sur ta facture. La date où la facture est émise, ça s'appelle Statement Issue Date sur la facture et la date où ton paiement doit être fait. Je te conseille fortement quand tu payes ta carte de crédit, tu la payes au complet avant la date où le paiement doit être fait et tu ne l'utilises pas avant la date où la nouvelle facture est émise. La raison pour laquelle tu ne l'utilises pas avant là, parce que cette petite date-là, il y a comme un intervalle de genre 4-5 jours. Pendant ces 4-5 jours, ce qui arrive, c'est que la carte de crédit, ça envoie l'information, la compagnie de carte de crédit envoie l'information au Credit Bureau pour dire oh, voilà, cette personne, c'est comme ça qu'elle gère son finance. Si tu payes ta carte au complet et tu ne l'utilises pas avant qu'ils envoient cette information, c'est parfait. L'information qu'on envoie sur toi, c'est parfait. La personne regarde, elle a tout payé, tout est bien fait. Mais si tu utilises ta carte, tu as payé au complet et puis après le lendemain, tu es allé et puis tu as chargé au complet, ça ne va pas avancer, ça ne va pas améliorer ton crédit. Donc, ça, c'est vraiment un aspect. Je veux m'arrêter là pour l'instant, mais c'est un aspect que j'aimerais juste que les gens comprennent un peu plus. Donc, ne t'attarde pas nécessairement à gérer la dette au crédit. Paye cette dette-là. Et puis après, on va parler d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Merci beaucoup, Aki. Et puis, je sais que sûrement, Suzanne, tu as de quoi dire au niveau de protection financière. Et puis, on va juste s'assurer aussi, on va avec le temps, on est déjà à 7h40, on va commencer à aller un peu vite pour s'assurer qu'on couvre plusieurs sujets en même temps. Mais en même temps, je sais que Aki a vraiment mis beaucoup d'emphase sur le carte de crédit, qui est une chose très importante. Surtout pour nous, femmes noires ou bien communauté noire, on aime ça juste de passer des cartes à gauche, à droite, et comme ci, comme ça, et on se retrouve avec plein de dettes. Et là, on ne peut pas vraiment se procurer des hypothèques, parce que c'est ça que la conversation va avoir. On nous refuse des achats de maisons parce qu'on a maximisé nos cartes de crédit. Suzanne, tu as de quoi ajouter? Mais qu'est-ce que Aki a dit est très important. Et quand ça vient côté dette, c'est certain de minimiser les dettes que nous pouvons avoir, mais en même temps de bâtir notre crédit. Et une des choses qu'on regarde, parce qu'il y a différentes manières aussi d'éliminer ces dettes-là à travers des différentes stratégies qu'on utilise, qu'on va pouvoir montrer aux gens. Il y a des dettes qui ont plus comment je dirais ça, des taux d'intérêt plus élevés. Et qu'on parle d'intérêts, de taux d'intérêt qui sont renouvelables. C'est ça les dettes de carte de crédit. Les autres dettes, par exemple, des dettes fixes, eux autres, le taux de crédit il est fixe. Alors, il faut vraiment juger là-dessus, avoir un plan d'élimination de dettes, avoir une date qui nous permet justement de pouvoir sortir de ces dettes-là, parce que les dettes, comme autre chose, c'est un cancer, hein? Et comme tu dis souvent, on va dépenser, on travaille, on paye tout le monde, mais à la fin, l'argent, elle va où? Elle va dans les poches des autres et non pas dans nos poches. Alors, à travers ça, vraiment s'asseoir, puis souvent,
parce qu'on n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement notre domaine. Des fois, on va écouter nos amis, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu fais, mais chaque personne, leur situation est différente. Quand ça vient de sortir des dettes, c'est pas la même chose parce que qu'est-ce que mon voisin fait, c'est pas nécessairement la même chose qui va me permettre, moi, de sortir des dettes. Alors, d'avoir l'aide de personnes qui sont expertes là-dedans nous permet de voir plus clair et de pouvoir planifier à savoir quelle dette je dois payer en premier, tu vois, et comment faire pour justement sortir des dettes plus rapidement. Donc, merci beaucoup. C'est là maintenant, oui, si on paye nos dettes et puis on arrange ça, on peut-tu maintenant investir dans l'immobilier? Je sais pas, Nicole, peut-être tu peux nous dire là maintenant le marché, apparemment le marché est chaud, tellement chaud qu'il n'y a plus de maisons là. Comment on fait? On a déjà arrangé nos finances, on est là prête, mais le marché ne nous donne pas cette opportunité, surtout en Ontario, ça chauffe. Parle-nous un peu. Ouais, le marché est tellement chaud, donc juste pour rajouter à ce que les dames ont déjà dit, quand tu élimines tes dettes, ça te permet d'avoir plus d'épargnement. Donc, au lieu d'utiliser ces finances pour payer ta carte de crédit, pour payer la voiture, pour payer quoi que ce soit, tu pourrais maintenant épargner cet argent pour t'investir dans l'immobilier. Parce que souvent, on se dit que j'essaie d'épargner, mais ça ne marche pas. Souvent, c'est parce qu'on a tellement de dettes et des dépenses à faire qu'il nous reste pratiquement rien ou juste un petit coup à épargner. Mais avoir des bons épargnements va vraiment nous permettre ou te permettre de mettre beaucoup d'argent à côté pour investir dans l'immobilier. Parce que pour investir dans l'immobilier, c'est pas de la blague, c'est pas du jeu. Comme tu dis, le marché est très chaud et ça prend et ça demande de l'argent. Ça demande beaucoup de finances. En général, pour être accepté pour une hypothèque, si c'est votre première fois d'acheter une maison, il faut mettre au moins 5% de la valeur du coût de la maison. OK? Sans pourtant compter les frais d'avocat pendant la fermeture et tout ça. Mais au minimum, vous avez besoin de 5% de coût, 5% de valeur de la maison que vous achetez. Étant que votre down payment pour avoir une hypothèque immobilière. Okay. Donc, c'est ça. Et puis, si on n'a pas vraiment cet argent-là de 5%, parce que tu sais, nous, la communauté noire, souvent, il faut envoyer l'argent là-bas, chez l'oncle, chez la tante, tout ça. Et puis, tu veux vraiment t'acheter une maison, ta première maison, mais tu n'as pas la famille qui va t'aider ou quoi que ce soit. Là, peut-être, on va aller demander chez Aki l'argent parce qu'apparemment, tu fais partie des investisseurs. Tu peux nous dire comment acheter si on n'a pas ces 5%? Donc, ça, ce sont des questions un peu plus spécifiques pour la banque, par exemple, parce que c'est eux qui vont vous approuver pour l'hypothèque pour acheter la maison. L'agente immobilière va s'occuper plus à l'achat de la maison. Ça veut dire que ça, c'est mon rôle. Pendant que la première étape, malheureusement, l'écran, je ne peux pas partager. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème, mais j'avais planifié des étapes à suivre pour acheter sa maison. Les deux premières étapes, c'est connecter avec la banque ou quelqu'un qui est professionnel dans le domaine des finances comme Aki ou Madame Suzanne, qui va vous aider et vous éduquer. Et vous pouvez faire cela 1 année ou 2 ans avant même que vous êtes prêt à acheter une maison. Ils vont vraiment marcher avec vous main à la main pour vous éduquer par rapport aux finances, comment éliminer certaines dettes. Ils vont voir votre crédit, votre profil. Ils vont vraiment vous aider à arriver à un moment où vous pouvez maintenant épargner ces 5% parce que sans cet argent, comme tu as posé dans ta question, c'est dans les marchés où nous nous trouvons, c'est vraiment difficile de se lancer dans l'immobilier sans pourtant avoir ces 5% qui est en moyenne, je dirais, de 30 à 50 000 pour commencer dans une maison de 2-3 chambres. Ça dépend du prix de la maison, mais en moyenne, entre les 30 et 50 000. Donc, il faudra vraiment se connecter avec un coach des finances pour savoir comment épargner et vous aider à épargner. Il faut aussi se connecter avec des professionnels en crédit
J'avais fait un webinaire il y a quelques mois où il y a des gens qui peuvent aussi vous aider à améliorer votre crédit. Donc, plusieurs d'entre nous, on a le problème des crédits. Peut-être c'est les OSAP, tu vois, des dettes d'études, dettes de je sais pas quoi. Ça a gaspillé notre historique des crédits. Tu peux avoir un bon score, mais si l'historique n'est pas bon, la banque ne pourrait pas te donner l'hypothèque. Donc, il y a des professionnels qui peuvent vous toucher main à la main et vous aider à arriver parce que ça va prendre de l'argent, ça va prendre ce 5%. À l'époque, quand les marchés étaient un peu plus lents, on parlait des rent to own, par exemple, peut-être dans d'autres provinces, mais c'est quelque chose qui n'existe presque plus dans ces genres de marchés parce que le marché où nous nous trouvons, ça veut dire qu'il y a moins de maisons à vendre dans le marché, mais plusieurs acheteurs. Ça veut dire que pour chaque maison à vendre, il y a au moins 10 acheteurs. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un marché où les maisons sont listées et sont vendues à un prix un peu trop élevé que le prix qui était listé. Donc, les gens ont de moyens, les gens ont épargné et c'est très agressif. Donc, sans l'argent, sans les down payments, ça pourrait être difficile. Il peut y avoir des programmes, des private lenders ou des gens qui peuvent vous loan dans vos RSP et tout ça, mais ça encore, ça revient dans cette histoire des dettes, vous voyez? Donc, il vaut mieux ne pas s'endetter pour acheter la maison, mais juste avoir des stratégies pratiques qui marchent à long terme, qui va vous assister dans ce processus. Donc, je vais continuer à discuter des étapes, mais je voulais m'arrêter là pour laisser la place aux autres à parler. Mais l'étape numéro 1, c'est d'abord travailler sur ce finance, sur son historique de crédit. Et si vous êtes là et vous avez déjà dépassé cette étape, bravo pour vous. Et la prochaine étape, on va en discuter tout au long de cette conversation. Merci beaucoup, Nicole. À qui je sais, on a parlé de l'investissement. Tu sais que j'aime ça, tu aimes ça, on aime ça. C'est pas la première fois qu'on parle des investissements ici, côté immobilier. On veut tellement que la communauté des femmes noires en achète. Achetez pas juste votre première maison, allez par votre deuxième, troisième, quatrième, continuez. Parce que souvent, parmi nous ici, on n'est pas vraiment nés ici, on est venu, donc on n'a pas des grands-papas qui vont nous laisser des millions de dollars. Mais là, maintenant, nous tous, on doit bâtir ça nous-mêmes. Donc, ça, c'est une meilleure manière de laisser des choses pour nos enfants. Donc, dis-moi un peu, Aki, comment tu investis, comment tu achètes, et, comment tu peux nous guider. Parce que je sais que le marché est chaud, comme on a dit, c'est pas évident. Même si tu veux en acheter une deuxième, une troisième, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Et puis, si on ne veut pas passer par la banque, ou bien même on n'a pas tout l'argent, donc essaie de nous parler un peu de ça. Oui, certainement. Lorsque ça vient au droit immobilier, ça, je trouve vraiment, there's such thing, il y a des choses qu'on dit comme good debt, là. There's good debt. Et investir dans le droit immobilier, surtout quand ce n'est pas la maison que toi-même tu vas vivre, c'est une maison qui va t'apporter du revenu, dans le sens que quelqu'un d'autre a des locataires là-dedans, ça t'apporte une autre source de revenus. Donc, non seulement que la valeur de la maison va aussi augmenter parce qu'on est au Canada et puis il y a un record qui est bon face à cela. Et pour ceux d'entre nous qui investissent, moi j'investis, mon mari et moi, on investit beaucoup plus maintenant. D'abord, on avait commencé avec des single homes et tout ça, mais vraiment maintenant, on n'investit plus dans des appartements. On ne parle pas de comme un appartement, on parle vraiment de building. On parle comme ce qu'on appelle le multiplex, là. On investit plus dans ça parce que la réalité, c'est si. Lorsqu'il y a plus qu'une source de revenus dans ce droit immobilier-là, tandis que tu l'achètes pratiquement et des fois même prix que tu achèterais une grosse maison. Donc, mais il y a beaucoup de différentes sources de paiement parce que tu as des différents locataires. Et puis, s'il y a un locataire… Tu parles de portes, hein? Là-bas, tu vas par le nombre de portes. Donc, au lieu de dire j'ai une maison, j'ai 2 maisons, j'ai 5 portes, j'ai 10 portes, j'ai 20 portes. J'allais presque te parler en lingala, Marie, parce que là je la comprends. Tu comprends. Okay? Donc, je parle plus lorsqu'on parle de multi, on parle plus de portes au lieu de parler de maison. Parce que
porte, chaque porte représente différentes sources de revenus, right? Donc, si j'ai un appartement à 6 unités, ça veut dire que j'ai 6 portes. Ça veut dire que j'ai 6 différentes sources de revenus qui sortent de là. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour nous, c'est vraiment plus ça qu'on fait maintenant. On est en train de négocier en ce moment un appartement à 16 unités, ainsi bien qu'un duplex. Mais c'est vraiment partout au Canada. Partout au Canada, l'affaire une autre chose qu'on nous a menti, non, tu n'as pas nécessairement besoin d'acheter où ce que tu vis. Parce que la réalité est que c'est pas toi qui vas vivre là-dedans. Deuxièmement, il y a toujours des property managers qui peuvent gérer la propriété pour toi. Lorsque ça vient à même l'affaire de banque, oui, c'est sûr et certain. Je pense qu'aussi ça, c'est un problème dans la communauté à cause du fait qu'il n'y a pas vraiment, c'est ce que j'appelle ça du financial literacy. Lorsque, en tant qu'immigrant, on vient ici, tu vois, il y a beaucoup de gens, les amis peuvent te dire, ah, juste va te prendre une carte de crédit, défaire le paiement, je sais même pas, vire le paiement pour je sais pas trop quoi, ces lits que tu vas acheter, va juste acheter tout meuble de ta maison et puis après tu vas payer après. Et puis les gens disent, mais ça c'est fantastique. Et puis ils vont faire ça, mais c'est pas la chose à faire. Il y a d'autres communautés qui viennent dire, ah, tu sais quoi? Va prendre un prêt du gouvernement et puis commence ta petite entreprise. Ils font ça. Et puis, ils embauchent d'autres personnes de leur communauté dans cette entreprise. Ça grandit. On voit vraiment que l'argent passe dans la même communauté plusieurs fois avant de quitter même la communauté. C'est vraiment ça qui nous manque dans notre communauté. Et c'est ça ce qu'on essaie d'accroître. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tu t'investisses dans le droit immobilier? Soigne ton crédit. Soigne ton crédit. Donc, il y a vraiment des facteurs qui affectent ton crédit. Est-ce que tu payes, tout d'abord, tu as le droit d'avoir ton rapport de crédit gratuit une fois par année. Donc, appelle Equifax, appelle TransUnion, demande pour ton rapport. Ça va te donner vraiment un aperçu de ce qu'il y a. C'est les pépins qui sont dans ton crédit qui ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a aussi une mentalité des fois où on s'est dit, ah, loin des yeux, loin de cœur. Donc, je ne veux même pas me mêler, je ne veux pas même m'inquiéter de quoi que ce soit. Non, appelle vraiment et puis tu dois savoir. La première étape, vraiment, c'est de ne pas nier le fait que tu as un problème dans ta vie financière personnelle. Donc, prends ton rapport de crédit, voici quoi les problèmes. Et s'il y a des choses dans ton rapport que tu n'es pas d'accord avec, qui ne viennent pas de toi, parce que ça existe, hein, des fois, il y a des choses dans ton crédit dans ton rapport de crédit qui ne devraient pas être là. Appelle et conteste ça. Il y aura un formulaire que tu peux remplir pour contester. Ça, ce sont des choses qu'on ne te dit pas, parce qu'ils ne veulent pas que tu le saches. Tu peux le faire toi-même. Tu n'as même pas besoin d'un conseiller, même pas un coach. Tu peux le faire toi-même. Conteste toujours tout ce qui est dans ton rapport de crédit que tu n'es pas d'accord. Et pas d'accord, ça veut dire que, 1, je l'ai payé et je ne sais pas pourquoi c'est encore là. 2, non, ça, ce n'est pas ma dette, je ne sais pas pourquoi cela. Et même quelque chose là que tu sais qu'ils ne peuvent pas vraiment prouver, conteste ça aussi. Parce que si ce qui arrive maintenant, la compagnie de bureau de crédit, ce qu'ils font, c'est que tu contestes et eux, ils envoient à la personne, la compagnie qui dit que tu les dois cet argent, ils envoient ces messages-là. Et s'ils ne peuvent pas authentifier vraiment que c'est toi ou que tu dois cet argent-là, dans 30 jours, le bureau de crédit va enlever cette affaire-là de ton crédit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter ton credit score. Toujours contester. Un point important. Deuxièmement, toujours payer les factures, même les minimums paiements. Là. Fais toujours tous les minimums paiements et puis attaque une des dettes plus que le paiement minimum. Et puis quand tu finis, prends l'argent que tu payes pour cette dette-là, du paiement minimum, attaque la deuxième dette. Continue à faire ça. Tu vas y arriver. Donc, soigne ton crédit de cette façon-là et puis paye ta carte de crédit, le total que tu as utilisé chaque mois.
je te promets, dans 3 à 6 mois, tu vas voir à quel point, si tu fais juste 3 petites choses, tu vas voir à quel point que ton crédit va s'améliorer. Donc, améliore ton crédit. Et deuxièmement, si tu n'as pas d'argent pour commencer, pour ton down payment, comme Nicole est en train de dire, moi, je sais, hein, il y a des gens ici, je ne veux pas dire leur nom. Si elles veulent elles-mêmes s'identifier, elles peuvent le faire. Hein? Il y a des choses qu'on fait dans nos communautés. Et voilà, il faut le dire, on est entre nous, il faut le dire. Ça s'appelle le Likelemba. Le Likelemba, les sous-sous. La personne l'appelle dessus, les sous-sous, je ne sais pas trop quoi. Écoutez, il faut qu'on sache comment venir en tant que communauté puis s'aider. Ces petites affaires où ce que chaque mois tu mets un montant, ça, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps. Tu mets ton $1000 chaque mois, tu mets ton $1000. Et puis, tu as un mois dans l'année où c'est toi qui reçois le 1000. Donc, il y a 12 personnes, il y a 18 personnes là-dedans. Voilà, tu reçois 18 000. Tu sais quoi? Ça t'a forcé à économiser, épargner $1000. Tu as un groupe autour de toi à qui tu es rendable. Donc, tu as économisé ça. Mais regarde, tu as pu avoir 18 000. Tu peux prendre ces 18 000-là et puis investir dans ton première maison. Quoi, ou deuxième ou troisième, mais je me dis, et moi, je dis toujours, pour la première maison, si tu peux, écoute, it's never going to be your forever home. Donc, achète un duplex et vis dans une des portes et puis fais louer l'autre porte. Je pense que j'ai aidé ma petite fille. Non, mais c'est ça, je pense que tu as juste parlé pour moi, mais c'est exactement ça. Je me dis que beaucoup d'entre nous dans la communauté, on essaie de faire comme un tabou de ne pas en parler, mais il y a d'autres communautés qui le font et puis on doit parler. Il y a ce système-là qu'on fait souvent, on appelle ça tontine, sous-sous, likelemba, tout ça. Et ça aide beaucoup hein, pour les gens qui ne peuvent pas économiser toutes seules. Ils ont besoin d'un petit pouce et avoir ces 10 000, 20 000, 30 000 pour le faire. Moi, je t'ai dit, je peux vous dire, les femmes, je suis la personne la plus inspirée dans ça. Ça fait presque 12 ans que je le fais. Je l'organise et pas de problème avec… Nicole était quand même… On doit se connecter après hein, et à qui on doit parler. Hein. On doit parler, les amis, parce que moi, ma première maison, je l'ai achetée avec le Likelemba. Il faut dire voilà. La première maison avec le Likelemba, on a fait mariage, payer pour les voitures, la maison, on a tout fait ça. Donc, j'encourage toujours les femmes à faire. Et en même temps, je donne aussi l'opportunité. Je sais que Josiane n'a pas encore parlé, mais j'aimerais vraiment savoir avec ça. On a nos maisons, on a payé nos dettes et puis on est devenu entrepreneur. Donc, à partir de là, comment gérer nos entreprises? Comme là, on est là, Leading Ladies Canada, avec des entrepreneurs comme vous. Et après, on fait quoi? Comment on garde cet esprit de la comptabilité? Donc, j'aimerais vraiment que Josiane nous dirige comment créer la crédibilité autour de son business, de son organisation, comment choisir la forme juridique de son entreprise. Si tu peux vraiment nous parler de ça et puis comment même commencer à ouvrir le compte de GFT. Ça va nous aider, nous les entrepreneurs, nous les gens qui veulent financer dans plusieurs choses. Comment faire après? Bah, je m'éduque hein, en même temps. Je m'éduque au fur et à mesure quand j'écoute les autres. C'est vrai que c'est des sujets, on se dit qu'on connaît, mais tous les jours on apprend. Avant de répondre à ta question, Marie, j'aimerais revenir un peu en arrière parce que on a parlé d'éducation financière, on a parlé des dettes et tout, mais j'aimerais, en tant que communauté de femmes ou communauté Black tout simplement, qu'on essaie aussi souvent de parler plus du revenu. Parce que si on a un bon revenu, on n'a pas de dette. Si on a un bon revenu, on n'utilise pas les cartes de crédit à outrance. Avant de pouvoir même être approuvé pour un mortgage, il faut déjà avoir un bon revenu stable, de telle sorte que quand le financier regarde la situation globale du demandeur, qu'il soit confortable avec ça. Donc, je voulais juste dire aux participants, à nous tous qui sommes ici, que nous devons travailler pour avoir des revenus qui parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, au-delà de l'investissement, parce qu'on commence à investir quand on a effectivement du surplus d'argent.
Si on n'a pas de surplus d'argent, on peut vraiment pas parler d'investissement. Donc, dans la gestion de l'argent, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours d'avoir un peu plus de revenus que mes dépenses. Même si je dois utiliser quelquefois les cartes de crédit et peut-être des lignes de crédit, mais il faut se rassurer que son revenu mensuel soit au-dessus de ses dépenses mensuelles. Et on est au Canada, il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir, comment je dis ça, augmenter ses revenus. On peut avoir un boulot, on peut avoir des side jobs, comme on dit ici. Mais c'est quelque chose que j'aimerais que nous, les femmes, on parle de plus en plus des investissements, parce que vous ne serez jamais approuvé pour un mortgage si vous n'avez pas un revenu d'un certain niveau. Quand je dis d'un certain niveau, quand ils font les calculs financiers, ils vont regarder votre revenu, vos charges mensuelles, et ils vont voir si, avec le stress test, ils vont voir si effectivement vous êtes capable de supporter la charge mensuelle et payer aussi le mortgage. Donc, je voulais juste ajouter ça à ce que mes consoeurs ont dit avant. Maintenant, puisqu'on parle d'investissement, mais attends, Josiane, juste pour ça, avant de commencer l'investissement, Josiane, attends, parce que là, il faut qu'on dise tout, là. Il faut qu'on ne peut pas cacher. C'est parce que là, mon cœur était là en train de chauffer. J'ai envie de parler. Pas nécessairement de nos jours, Josiane, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un bon revenu pour avoir une maison. Parce que si je n'en ai pas, je peux aller chercher chez qui, là? Je dis, à qui j'ai besoin de l'argent? Oui, bien entendu, bien entendu. Peut-être je dois corriger. Bien entendu, si on a un réseau, si on a un réseau de femmes qui s'entraident, ça c'est un autre sujet. Mais je parle de façon générale parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire partie d'un réseau de femmes. Mais il faut créer ces réseaux-là, nous autres, les femmes noires. On a besoin de ça. Ta financially savvy girl, on a des réseaux. Il faut juste savoir c'est quoi ces réseaux. Il faut savoir. Plug yourself in. Plug yourself in. Mais je vais vous dire, c'est comme une coïncidence. Aujourd'hui, je viens de close, comment je veux dire, l'achat d'une maison pour moi. Mais je peux vous dire que, merci, je peux vous dire, sans vouloir aller à l'encontre de Aki, la tontine. La tontine là. C'est ça, je dis, la tontine, le financier ne l'accepte pas comme down payment direct. Pourquoi? Parce que dans la culture canadienne, ce n'est pas reconnu, c'est pas reconnu. Je dis parce que j'ai été confrontée à ça. J'avais une tontine et j'ai voulu donner de l'argent, donc utiliser ma tontine. Mais j'ai dû faire des mécanismes et tout pour que cet argent, finalement, soit utilisé comme down payment. Say that it was a gift. C'est juste le langage qu'il faut utiliser. Le langage. Tu as le droit d'avoir un cadeau. Un cadeau. It's a gift. Cadeau. C'est tout. Yeah, exactly. What they say, the gift must come from a relative, like tes parents directs. Moi, je suis ton relative, non? L'affaire est que ça dans ton compte. No law that says that. Non, tu as raison. Like that's what, I mean, c'est ce que mon agent me dit tout le temps. Hein. Donc, s'il faut un gift, c'est soit tes parents, tes amis ne peuvent pas te faire de gift, mais non, ça peut être ton frère. Je comprends. Il y a un mécanisme derrière, il y a tout un truc derrière, je comprends. Mais c'est pas le direct. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est vrai qu'il y a les contournements. En fait, ce que je comprends avec qui est Nicole, c'est que vous utilisez des voies de contournement. Ce qui est bien. Ça veut dire que... Non, c'est pas les investisseurs, ce sont les investisseurs. Non, il y a des raisons. Non, sérieusement, je veux bien même après ce webinaire qu'après on se voit pour en discuter parce que mon agent, c'est pas la première maison, ils ne prennent pas, tu peux pas donner un gift, tu peux pas utiliser un gift venant d'une amie. Tu utilises un gift d'un parent. Ouais. Moi, je veux ajouter quelque chose, c'est que tant que ces cadeaux restent dans ton compte pour minimum 90 jours. 90 jours, oui. 90, c'est... Ah, OK, 90. Yeah. 90 jours, tu n'as pas besoin de prouver d'où vient cet argent. Voilà. Mais quand on a une vie qu'on va gérer et tout, parfois c'est difficile. Mais je comprends. Les tontines, c'est très important. Ouais. Mais avant d'acheter une maison, il faut qu'on travaille sur les revenus. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi
Surtout dans notre communauté noire, on passe par des mécanismes souvent qui nous fatiguent. On passe par des mécanismes qui nous fatiguent. Je pense qu'on devrait travailler pour mettre nos revenus à un niveau où on n'a pas à faire tous ces mécanismes derrière là. Parce que ça fatigue et à la fin, on est vraiment... Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro, quelqu'un qui n'est pas panéliste qui a son micro. Ouais, j'essaie de regarder ça. Mais bon, je ne suis pas experte de la chose. Ouais, mais tu es comptable, on te comprend, tu veux vraiment aller dans la comptabilité. Parler. J'ai a une petite besoin de expérience toi dans le real estate, mais je ne suis pas experte, donc je ne veux pas parler pour les autres. Je trouve juste que parfois c'est compliqué, il faut faire des Marie, moi, je ne peux pas juste m'asseoir là et puis ne pas faire un commentaire sur ce que Josiane a dit. On va aller comptable versus... hein? Des femmes d'affaires. Oui, il y a un point qui est apporté, puis je pense que c'est nécessaire toujours d'avoir différents points de vue. Donc, tu as dit, bon revenu, pas des dettes. Non, il faut déjà monter le revenu et que ces revenus couvrent quand même ses charges. Oui, parce que lorsqu'on parle, parce que beaucoup de gens pensent ça, que si tu as un bon revenu, tu es quelqu'un qui n'a pas de dette. C'est pas vrai. Parce qu'en toute réalité, le problème que les gens ont, c'est lorsque leur revenu augmente, hein, they want to keep up with the Jonas. Donc, ils augmentent aussi les dépenses, ils augmentent aussi, maintenant tu peux plus vivre dans cette maison, ta maison doit être un chalet, là, ta maison doit être ceci, maintenant tu dois avoir un bateau, tu dois avoir, donc beaucoup plus de dépenses. Donc, c'est pas les revenus qui comptent vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle ton cash flow. Ton cash flow, c'est ça qui compte vraiment. Et ça, c'est ton revenu moins tes dépenses. Qu'est-ce que tu as vraiment après tout ça? Il y a ça, c'est un point que je n'étais pas d'accord là-dedans. Il y a un autre point aussi que tu as dit, on investit lorsqu'on a de surplus. Et je pense aussi que c'est un problème qu'on fait dans la communauté où ce qu'on attend pour avoir ces surplus pour investir. Et ça ne devrait pas être comme ça. Moi, ce que je dis toujours aux gens quand je fais du coaching, c'est avant même que tu payes tes dépenses et tout ça, tout d'abord, 10% de ton revenu net devrait aller. Moi, je crois au tithe très fortement. Donc, ça, la dîme, là, je paye ma dîme. Donc, l'autre 10% après ça devrait aller pour tes épargnes. Et un autre 10%. Exactement. Je pense, sans vouloir te couper Aki, je pense que tu ne m'as pas compris. Je suis dans la même longueur, sur la même longueur d'onde que toi. Oui, donc, on doit les dire pour que les gens comprennent. On épargne quand on n'a plus déjà couvert ses charges. Moi, j'ai dit, hein, avant même que tu penses à couvrir tes charges, épargne d'abord. Attends, d'abord, moi, je vais savoir. Je suis d'accord avec toi que... Elle est dans le finance là. Éclaire-nous un peu ici, un peu là, dis-nous un peu là. Mais c'est là où Josiane et moi, on se rejoint dans le sens que tu devrais avoir plus qu'une source de revenus. C'est ça. C'est ça que nous, on investit dans le droit immobilier. Bien sûr, oui, ce qui est bien, c'est l'investissement. Un appartement à 16 portes, là, tu couvres déjà plusieurs autres revenus. Donc, c'est sûr et certain, lorsqu'on parle des revenus, une table avec un pied, c'est pas aussi mieux qu'une table avec 4 pieds. Bien sûr. Un pied, c'est debout, tu as quand même d'autres pieds pour t'élever. Donc, oui, le revenu, c'est très important, mais tes dépenses, minimiser tes dépenses, c'est beaucoup aussi important que les revenus. Parce que it plays hand in hand. Si tu as un grand revenu, mais tu as beaucoup de dépenses, tu ne vas pas investir. Si la logique, c'est toujours de payer les dépenses avant Moi, je crois fortement, d'abord, 30% de ton revenu devrait aller to pay yourself first. Et puis, tes dépenses devraient faire partir de seulement 70% de ton revenu. Si tu n'as pas cette logique, tu vas toujours avoir des dépenses
plus que ton revenu et puis tu ne vas pas épargner de la façon dont tu devrais épargner. Et quand tu vas avoir ton N4 à la fin de l'année, tu vas toujours te demander où est parti mon argent. Suzanne, si peut essayer d'éclaircir tout ça dans quelques mots et puis avoir ton opinion aussi, ça sera mieux. Qu'est-ce que tu dis, Suzanne? Bah, je donnais juste un point de vue. Maintenant, je vais revenir à ta question principale qui est celle... Je vais juste donner la chance à Suzanne d'ajouter dans cette conversation ici intéressante parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle pense parce que je sais qu'elle connaît beaucoup là-dessus. En tout cas, c'est très animé, hein, mesdames. C'est intéressant. Pour revenir à ce que Josiane disait, il faut comprendre aussi où Josiane se tient parce que quand on parle domaine finance, on parle aussi parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que on doit prouver. On doit prouver d'où l'argent sort aussi. L'argent sur la provenance. Oui, parce que c'est important. Et une des choses, il faut pouvoir prouver d'où l'argent sort. Et si, par exemple, je suis employé et que là, j'ai de côté, j'arrive avec un 100 000 $, disons, et que moi, je fais dans mon revenu 25 000, puis là, j'ai 100 000, ben, et je vais acheter ma maison, il y a des questions qui vont être posées. OK? Et c'est de là, et je pense que c'est de cet aspect-là, de cette place-là que Josiane vient, quand elle a dit, oui, on a des manières de pouvoir aller chercher l'argent, mais maintenant, il va falloir pouvoir le prouver. Et toutes les manières sont bonnes tant qu'on est en mesure de prouver d'où l'argent sort. Et pour moi, c'est ça qui devient important parce que les idées, tout le monde en a, on peut en faire, on peut en sortir un peu partout, mais est-ce que à ce moment-là, je vais être en mesure de, quand ils vont venir me voir, est-ce que je vais pouvoir montrer d'où ça sort, comment je l'ai gagné? Et ça, c'est fait aussi pour un genre de protection parce que quand ça revient, on parle de, tu sais, on peut même pas sortir 10 000 $ sans avoir à prouver d'où le 10 000 $ sort. Vous voyez, si on voyage ou on sort du pays, puis tout ça avec de l'argent. Alors, ça devient important de regarder cet aspect-là. Cet aspect-là, oui. En fait, c'était ça, oui. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de blanchissement d'argent. Le concept, c'est beaucoup de sens. C'est le concept légal. C'est ça. Il faudrait juste faire la balance de choses. Je pense que tout ce qui a été dit est correct. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ont tendance d'être d'un coin et pas à l'autre. Il faut utiliser tout le moyen qu'il faut. Donc, il ne faut pas négliger avoir une bonne source de revenus parce que pour avoir, malgré tes dettes, malgré ton income to debt ratio et tout ça, quand tu as une bonne source de revenus, c'est par ces montants-là que tu fais annuellement que la banque peut te dire combien qu'ils peuvent te donner comme hypothèque. Donc, ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas négliger ton travail si tu fais le 9 à 5 et tu évolues bien dedans, il ne faut pas le négliger parce que tout le monde est entrepreneur. Moi aussi, je vais me lancer. Moi aussi, je veux suivre. Tout le monde fait oh, voilà, ma tontine marche très bien. Donc, j'abandonne mon travail. Je vais faire la tontine parce qu'il y a des choses que tu fais juste, c'est un peu risquant aussi. Donc, ne néglige pas ton travail. Si tu fais du 9 à 5 et ça marche très bien, avoir plus de revenus va t'assister. Ne néglige pas non plus se mettre dans la communauté et essayer de nouvelles choses, des trucs comme j'ai appris bien l'option des acquis, faire des tontines, faire de quoi tu peux parce que je t'ai dit la vérité que les millionnaires aujourd'hui, c'est ce qu'ils font entre eux, entre clubs d'amis. Nous, de fois, on le voit dans nos communautés, on dit « Ah, c'est pour le pauvre, jamais ». En fait, les Italiens, les Indiens, quoi que ce soit, c'est ce qu'ils font entre eux. Ils font ça avec des prix, nous, on fait des 5 000 ici, ils sont des 100 000 entre eux. Quelqu'un devient millionnaire, nous, on a une ville à Toronto, là-bas, ça s'appelle Brampton. Les Indiens cèdent entre eux. Ils ne vont pas laisser tant que son frère ou sa sœur n'a pas de l'immobilier. C'est eux qui ont la monopolie de cette ville. On parle de la ville des Markham, les Chinois. Ils dominent, c'est leur ville. Ils achètent des maisons partout. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont fait avec du 9 à 5? Jamais. Ils font des COP, ils s'investissent, ils font des stocks, de tout ce qu'on considère comme risque là. Des fois, ça marche super bien. Des fois, tu peux perdre. Mais il ne faut pas négliger les deux côtés, faire la balance des choses. C'est vrai que la banque va demander, il faut prouver certaines choses de tout. Il faut juste s'éduquer avant de te présenter à la banque pour savoir différentes techniques que tu peux utiliser pour que ça marche pour toi.
Et la Oui, banque merci État a beaucoup, cette Nicole. source de Tu fonds. l'as résumé pour moi, mais juste pour te dire, c'est ça que les femmes leaders, on est là pour ça. Donc, pour les femmes qui sont là, qui nous écoutent, contactez Lady Canada ou bien les gens qui sont ici. Si vous pouvez aussi écrire vos emails ou vos contacts, ça serait intéressant parce que souvent, on pense qu'on connaît tout, mais en même temps, on apprend. Et je suis tellement contente d'entendre qu'on parle de la tontine parce que parfois, je me dis, oh, j'aimerais tellement faire juste un webinaire, parler de la tontine, parler de l'Ikelemba, que les gens écoutent ça parce que j'en fais, ça fait 10, 12 ans. Et puis, je vis tellement, beaucoup de femmes ont bénéficié énormément. Et parfois, je dis, oh, je ne vais pas faire. Et puis, j'ai des appels. Oh, non, il faut le faire, il faut le faire. Donc, ce sont des choses très importantes. Il y a beaucoup de questions. On va aussi considérer notre temps du temps. On va essayer d'aller avec la présentation de Josiane parce que je veux vraiment que nous explique un peu beaucoup sur, après tout ça, c'est très important d'avoir un comptable qui va nous parler des affaires qui touchent les entrepreneurs. Et après, on va essayer vraiment de répondre aux questions. Il y en a beaucoup sur les épargnes et tout ce qu'on a parlé, mais je vais d'abord donner la possibilité à Josiane de nous parler un peu. Merci Marie. Donc, on parle d'investissement, on parle de gestion d'argent, on parle de finances, mais le nœud, pour moi, je pense que c'est la comptabilité qui est en fait la transcription numérique chiffrée de tout ce qu'on est en train de faire. Et quand on est arrivé à un niveau, par exemple, quand on est arrivé au niveau de acquis, il faut pouvoir créer la crédibilité autour de ce qu'on fait. Donc, il y a des gens qui, parmi nous, peut-être parmi les participants, il y a des entrepreneurs, il y a des investisseurs dans l'immobilier, dans d'autres domaines, même dans la bourse. Mais donc, comment est-ce que vous faites pour que ça perdure, pour que ça dure sur le futur, pour que ça dure, pour que ça pérennise? J'ai remarqué que, surtout dans la communauté, beaucoup ne pensent pas à la comptabilité. Donc, comment je vais dire ça? À l'analyse financière de leurs activités, au jour le jour. C'est vrai, on fait le business, on a l'argent qui entre, qui sort, mais est-ce qu'on gagne de l'argent véritablement? C'est la question que beaucoup ne se posent pas quand ils font du business, même des investissements. On peut faire des investissements, mais ne pas forcément gagner. Bien sûr, l'immobilier reste l'investissement le plus sûr, avec un retour d'investissement. Le taux est toujours élevé par rapport à toutes sortes d'investissements que tu peux faire au Canada. Peut-être en Afrique, c'est un autre sujet, mais ici au Canada, j'ai fait des études là-dessus. Les investissements dans l'immobilier restent l'investissement le plus sûr. Mais à côté de ça, il y a des gens qui font des investissements dans d'autres domaines. Est-ce que vous gagnez effectivement de l'argent? Est-ce que l'activité que vous faites vous rapporte de l'argent? Et la seule façon de le savoir, c'est d'avoir une comptabilité. Et j'ai remarqué que beaucoup n'y pensent pas. Beaucoup pensent à la comptabilité lorsqu'il faut faire les taxes. Mais seulement quand on fait les taxes, ce n'est pas de la comptabilité. C'est vrai que la comptabilité aide à faire les taxes, mais il y a un aspect de la comptabilité que beaucoup de personnes négligent, qui est l'analyse et la crédibilité de notre activité. J'ai vu des entrepreneurs qui ont fait des activités pendant 5 ans, mais leur entreprise n'était pas profitable. Et ils ne se rendaient même pas compte. Ils ne se rendaient pas compte parce qu'ils n'avaient pas en place une comptabilité. Et quand on parle de comptabilité, ça effraie beaucoup de personnes parce qu'ils se disent « Oh, ça coûte cher et tout ». Aujourd'hui, il y a des prêts à utiliser, des softwares déjà, je ne vais pas dire que ça remplace les comptables, mais on peut déjà mettre une petite comptabilité en place qui ne coûte pas très cher, au moins pour suivre ses activités au jour le jour. Au jour le jour. Et puis, ça aide au niveau de l'optimisation des taxes. Parce que je parie que le mal de tête de Aki à la fin d'année, c'est comment réduire les taxes à payer. Parce que dites-vous bien qu'elle fait de l'argent sur ses biens immobiliers. Et je peux vous dire qu'en matière de biens immobiliers, surtout en matière de revenus immobiliers, le taux et tout ce qui va avec le mécanisme est plus complexe. Au niveau de la taxation. Donc, si on n'a pas bien fait sa comptabilité, à la fin d'année, on a du mal à optimiser les taxes. Par exemple,
bien sûr, comme je dis, l'immobilier reste l'un des... Tout le monde au Canada devrait le faire. Moi, c'est quelque chose que je conseille. Donc, j'ai des clients qui font dans l'immobilier. Mais à la fin d'année, s'ils ne font pas attention, ils vont payer des taxes énormes. Ils vont payer des taxes énormes. Donc, la comptabilité vous sert à optimiser vos taxes et aussi à créer la crédibilité. Par exemple, quand vous avez une entreprise en place et que vous souhaitez qu'elle grandisse, qu'elle prenne de l'ampleur, comment est-ce que vous faites? Vous devez injecter l'argent dans votre entreprise. Comment injecter de l'argent? Il faut aller vers les financiers. La première chose que le financier va vous demander, c'est vos états financiers. Si vous n'avez pas d'état financier, vous n'aurez pas de crédit, ils vont même pas vous regarder. En ce moment, avec la fédération africaine qui a reçu beaucoup d'argent pour les entrepreneurs noirs, ils demandent des états financiers, ils demandent plein de choses et beaucoup de nos frères et sœurs sont coincés à ces niveaux-là. Et ils n'ont pas, ils font des entreprises, mais c'est des entreprises dans le sac. Je vais parler un peu comme au quartier. Il faut que nous changeons dans la communauté. Apprenons à bien faire les choses de telle sorte, parce que pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'elle fasse les choses en bonne et due forme. Arrêtons de garder nos entreprises dans les sacs, dans les mallettes. On a nos comptes, oui, on a l'argent et tout, mais est-ce qu'on peut passer ça à nos enfants? Je vous prends un exemple sur la forme juridique de l'entreprise. C'est très important. Quand vous faites votre entreprise en tant que personne, vous êtes considéré au Canada comme travailleur autonome. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas légalement léguer votre entreprise à votre progéniture? C'est pourquoi il faut savoir choisir la forme juridique de son entreprise. Et ça va aussi comment je dis ça, en accord avec l'éducation financière. Beaucoup de personnes dans notre communauté font les business en tant qu'individus parce qu'ils veulent payer moins de taxes. On connaît tous les mécanismes là. Mais il y a des décisions stratégiques à prendre quand il faut choisir la forme juridique de son entreprise. Si vous avez une entreprise qui est déjà florissante, qui fait déjà beaucoup d'argent, je vous conseille d'incorporer votre entreprise. Vous incorporez pourquoi? Parce que vous pouvez diviser les revenus qui sortent de votre business. Donc, vous pouvez donner à votre enfant. Vous pouvez partager. Imaginez, vous avez 3 enfants. Vous avez un revenu annuel de $100,000. Au lieu de payer $100,000 au lieu de payer l'impôt sur les $100,000, si vous êtes incorporé, vous allez diviser et donner une partie à vos enfants, ce qui fait qu'à la fin de la journée, les taxes que vous allez payer sur les $100,000 seront minimes. Par contre, vous ne pouvez pas faire ça avec une entreprise de personnes. Vous ne pouvez pas faire ça en tant que travailleur autonome. Si vous arrive quelque chose, vous ne pouvez pas transmettre votre entreprise à votre progéniture. Ils ne vont pas hériter de votre entreprise. Ils vont hériter de vos biens, certes, mais ils ne vont pas hériter de cette entreprise-là. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte lorsque on se jette dans les investissements, dans l'entrepreneuriat. Et je pourrais passer 1 heure à faire une présentation là-dessus, mais je vous conseille d'avoir en place une petite comptabilité. Avec les logiciels comme QuickBooks, aujourd'hui, vous êtes capable de faire votre petite comptabilité basique, sans que ça ne vous coûte des tonnes. Et à la fin de l'année ou à la fin de chaque période, vous pouvez savoir ce que votre entreprise vous coûte, ce que ça rapporte en termes de profit. Parce que je dois vous dire, une entreprise ne se mesure pas sur les entrées d'argent. Une entreprise se mesure sur le net, donc sur le income, le net income, le résultat final. Et le résultat final, c'est les recettes moins les dépenses pour avoir les résultats finaux, le résultat final. Mais si vous n'avez pas comptabilisé toutes vos charges, vous ne pourrez pas savoir. Il y en a parmi nous qui n'ont pas encore créé un compte bancaire pour leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils mélangent tout dans le compte personnel. Il paye l'électricité pour l'entreprise. Il ne sait pas qu'il doit faire une décote. Donc, il travaille chez lui, mais il ne sait pas que les charges de la maison
une partie doit aller dans l'entreprise parce qu'il travaille chez lui. Donc, il y a autant de choses. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps de parole, mais je pense que nous, en tant que communauté noire, il est important, je pense que l'heure est venue, de faire les choses dans les règles de l'art, parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra monter plus haut. Je sais, il y a quelque chose qui reste toujours dans les esprits des entrepreneurs noirs, c'est la taxe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi payer la taxe chez nous, c'est un problème. Et je vais vous dire, c'est ça qui limite nos entreprises. Parce qu'on fait tellement de magouilles, qu'après, on ne sait plus si on est une entreprise ou si on ne l'est pas, et on a du mal à se présenter comme véritable entreprise. Pourtant, si on s'aligne sur les réglementations, on s'aligne sur les normes, je vous dis, les financiers nous feront plus confiance. J'ai des clients aujourd'hui qui ont besoin de financement, mais il y a tellement de désordre dans ce qu'ils font que tu ne sais pas comment les aider. Tu ne sais pas comment les aider et l'argent est disponible pour nous. Il y a l'argent disponible parce qu'on est en train de parler de relance économique, mais cet argent, peut-être seulement 10% sera utilisé. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas bien les choses pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Par contre, les autres communautés, comme vous avez cité tout à l'heure, ils font des magouilles, mais ils font aussi bien les choses. Ils savent faire la balance. Ils font magouille et ils balancent. Ils ne pensent pas seulement, je ne vais pas payer les impôts. Quand vous payez les impôts, vous êtes déjà crédible au niveau de CRA. Si vous faites une entreprise, j'ai un client qui, je vous dis, par an fait par exemple 300 000 $ en termes de chiffre d'affaires. Mais la déclaration d'impôt de l'année dernière montre 60 000 de revenus. Quand aujourd'hui, la personne fait une demande de crédit de 250 000, comment vous voulez que le financier... Son entreprise peut produire même 1 million. Est-ce que vous comprenez? Son entreprise peut produire 1 million. Mais sur le papier, l'entreprise vaut 60 000 moins les charges. Donc, en fait, l'année dernière, dans sa déclaration, il a perdu de l'argent. Ce qui est faux. C'est faux. Et maintenant, il peut pas avoir la confiance du financier. Et ça rejoint un peu ce que je disais au niveau de... Il faut aussi mettre l'accent sur les revenus et puis comment justifier nos revenus. C'est très important. Sinon, on va stagner, on va faire les choses dans le sac et on ne va pas avancer. On ne pourra pas... Par exemple, à qui tu es capable de m'employer. Si tu fais bien les choses, tu peux me payer un salaire. C'est sûr. Et c'est ce qui est important, Josiane, tout ce que tu dis est tellement important. Et moi, je dis toujours, il y a des professionnels autour de toi, des gens autour de toi que tu dois absolument avoir. Rassure-toi dans tout ce que tu fais. Si tu fais l'entrepreneuriat, investissement, toi, tu dois avoir un bon avocat, tu dois avoir un bon comptable. Et there are certain people qu'il faut juste payer et t'assurer que ces affaires se font bien. Parce que les fonds et tout ça que tu as besoin, tu ne vas pas l'avoir si tes documents et puis ton entreprise n'est pas en ordre. Tu peux même acheter du droit immobilier avec une entreprise. En tout cas, je ne vais même pas commencer là-dedans, mais ouais. Tu peux même faire ça. Et c'est même beaucoup plus avantageux pour toi de façon, lorsqu'on parle des taxes. Exactement. Ça rentre dans la stratégie, comme je disais. Quand tu es constitué comme une entreprise, comme une corporate, et que tu fais dans le real estate, à la fin de la journée, tu payes moins de taxes. Et tu peux, en tant que corporate, disons, ton corporate a, je dis n'importe quoi, 100 actions, tu peux décider, même si tes enfants sont mineurs, à leur bas âge, dis, mon enfant a déjà 30% de mon entreprise, celui de l'autre a 30%, au point où, chaque année, quand on fait la distribution des dividendes, ces enfants et ils sont mineurs, donc en réalité, le taux d'imposition sur eux est presque négligeable. Et ça fait que parfois, ça peut être une forme d'investissement, comment je dis, un investissement pour les enfants. Quand les enfants vont grandir, ils auront déjà, comment je dis ça, une base pour pouvoir commencer. Mais quand on fait tout sur nous-mêmes, on laisse tout, quand on disparaît, tout part avec nous. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait revoir, quoi.
Tu es mutée, Marie. Merci beaucoup, Josiane, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Parfois, nous, la communauté, on peut dire, on a parfois une vue de près, on ne voit pas une vue de loin. Donc, et puis, avoir des gens qui connaissent les gens dans le domaine, c'est pour cela qu'on a, comme qui a dit, avoir les avocats avec toi et avoir des professionnels avec toi. Et puis, pour moi, vraiment, Leading Ladies Canada, c'est là où on va souvent. On s'assure qu'on a les gens qui ont de la connaissance, qui connaissent et puis qui nous aident à grandir. Et puis, on veut s'assurer que la majorité des gens dans la communauté ont cette opportunité de connaître ces gens-là. Donc, merci beaucoup, Josiane, parce que moi, depuis que j'ai eu la chance de connaître Josiane, j'ai plein de questions et puis je sais que côté comptabilité pour l'organisation, pour Leading Ladies Canada, j'ai Josiane que je peux appeler, puis donner des conseils comme elle est consultante. Donc, n'est pas essayer de faire ça toute seule parce qu'on va faire des erreurs, avoir l'expert dans le domaine qui va nous assurer de faire des choses comme il faut. Puis je sais qu'on n'est pas encore rendu dans des problèmes au niveau d'avoir des avocats, mais je sais s'il y a des quoi, je peux toujours compter sur Aki. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce côté-là de la crédibilité. Et puis, je pense que chez nous, dans la communauté, on a ces peurs-là. C'est comme, on a peur. On a peur de montrer tous nos papiers, là, que tout le monde voit nos affaires. Donc, on va les cacher toutes seules, personne ne connaît, et puis on fait des erreurs en faisant ça. Donc, j'encourage l'audience, les gens qui sont là, de ne pas avoir peur si vous avez besoin des avocats, vous avez besoin de comptables, vous avez besoin des agents immobiliers, allez parce qu'ils connaissent. Et puis, parfois, on essaie, disons, parlant d'immobilier, on veut louer nos maisons toutes seules et puis on veut faire nos affaires toutes seules, mais ça peut te prendre beaucoup de temps. Mais si tu engages une agente immobilière, elle connaît, ils ont déjà des systèmes qui existent pour aller trouver les gens pour le faire et puis on se sauve du temps au lieu d'avoir 1 mois, 2 mois de ne pas trouver quelqu'un à louer ta maison, mais ça peut se faire facilement. Puis je parle de moi-même aussi, parfois j'essaie de faire ça toute seule, alors je vais louer mes appartements, mes maisons toutes seules, ben, ça prend du temps, je ne peux pas tout faire. Donc, avoir quelqu'un qui peut le faire pour toi, ça te sauve du temps et puis l'énergie et tout ça. Et même en tout ça, souvent, on n'a pas des assurances. So là, vraiment, je vais revenir à Suzanne de nous parler un peu de ces côtés-là parce que beaucoup d'entre nous dans la communauté, on n'a pas des assurances. On veut juste vivre aujourd'hui, puis on ne pense pas. Donc, Suzanne, je laisse ta parole, parler un peu de l'assurance. Fantastique, fantastique. J'ai fait une petite présentation. Alors, je vais pouvoir vous montrer. Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on le voit. Oui, vous voyez? Fantastique. Oui. Alors, on parle d'argent, OK? Moi, je vais vous parler côté protection du revenu, OK? Dans la protection du revenu, il y a 2 volets. Il y a la protection perte de revenus de notre vivant, qui peut être due à soit une blessure grave ou une maladie grave, qui va empêcher le fait qu'on va continuer à faire de l'argent. Et l'autre volet, c'est la protection du revenu suite à un décès prématuré. Et comme tu disais tantôt, Marianne, ça, c'est des choses importantes que nous devons vraiment nous ouvrir à comprendre comment ça fonctionne. On peut plus mettre la tête dans le sable, là, comme l'autruche, et dire que, non, ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Quand on parle de femmes, premièrement, les femmes, on vit plus longtemps et c'est important de pouvoir justement comprendre comment l'argent travaille, parce qu'on travaille fort pour notre argent, mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'argent travaille fort pour nous. So, ça, c'est une des choses. Et surtout, si on est en couple, ça veut dire qu'il y a 2 revenus qui rentrent dans la maison. Si jamais blessure ou maladie grave, ça veut dire que ce revenu-là ne va pas nécessairement rentrer à plein fond comme ça rentrait avant. Alors, ce que je vais montrer ici, c'est que protection suite à une maladie ou une blessure. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fait 60 000. S'il y a invalidité, soit de 2, 5 ans ou plus, ça veut dire que si je fais 60 000 par année, si c'est 2 ans, ben c'est 120 000 qui ne rentrent pas dans la maison. Pourtant, j'ai des obligations.
familiaux. J'ai des dépenses. Ces dépenses-là, là, ça continue parce que c'est des dépenses qui sont, comment on dit ça, là, je cherche mes mots en français, qui sont récurrentes, OK? Alors, je dois continuer là-dessus. Si c'est 60 000 et que mon invalidité dure 5 ans, ben c'est 300 000 qui ne rentrent pas. Alors, je dois remplacer ce revenu-là à travers la protection d'invalidité qui va faire que, bon, si je suis en emploi, on sait que la CSST, si on est ici au Québec, va payer une partie, mais il ne paye pas le plein montant. Et la différence va venir être remplacée par cette protection d'invalidité-là. Si je suis travailleur autonome, j'ai besoin d'avoir cette protection. Alors, OK? Et s'il y a, par exemple, décès prématuré, et on sait aujourd'hui, on est dans c'est le temps de la COVID, aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, c'est important d'avoir une protection, OK? Parce que si, disons, la personne a 40 ans, un revenu de 60 000 et qu'elle décède aujourd'hui à 40 ans, bien, pour atteindre 65 ans, il y a une différence de 25 ans. Alors, on parle de 1,5 million que la famille perd s'il y a décès prématuré. OK? On protège ce revenu-là. C'est bien important de protéger le revenu parce que la vie de la personne, on ne sait pas combien vaut la vie. Ce n'est pas la vie qu'on protège, c'est l'argent qu'elle rentre qu'on protège. OK? Alors, ça, c'est important. Et comme je disais tantôt, les femmes ont vécu plus longtemps si on est en couple et si jamais il arrive un décès prématuré, bien, les obligations demeurent, mais l'argent qui rentrait des deux côtés, elle rentre juste d'un côté qui n'est pas suffisant et ça rend les familles dans des situations désagréables. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Je pense que tout le monde a déjà vu ça, connaît peut-être des gens qui ont même utilisé ça. On parle de GoFundMe. Aujourd'hui, parce qu'on s'attend pas, on ne met pas de place une stratégie, on ne solidifie pas nos fondations, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans GoFundMe. Mais GoFundMe, là, c'est quoi? Ça veut dire qu'on met ouvert nos finances à tout le monde. Parce que ça, on est sur Facebook, on met ça, on demande de l'aide, puis tout ça. C'est comme avoir notre maison à l'envers. On parle de l'immobilier, hein? Ben, les maisons, les immeubles ne sont pas bâtis à partir du toit. Ils sont bâtis à partir de la fondation. Alors, c'est important, mais la majorité des gens, c'est ça qui ont comme maison financière. Alors, GoFundMe, c'est un peu comme se mettre à nu devant tout le monde dans les réseaux sociaux. La planète entière est au courant qu'on a nos finances, on a des difficultés dans nos finances parce qu'on n'a pas été en mesure d'établir des stratégies. Okay? Juste pour vous donner un exemple, j'ai une famille que monsieur, madame, ils sont en couple, ils ont une maison, ils ont 4 enfants, puis tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient une petite protection, cette famille-là. Mais la protection n'était pas suffisante. On parle de 50 000 $. Si j'ai une maison de 300 000, de 400 000 et la maison n'est pas finie de payer, et à ce moment-là, il arrive une mort subite, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a un problème parce que on parle, que ce soit la banque et tout ça, ils veulent leur argent, eux autres. On doit continuer à payer. Alors, ça devient important d'avoir une protection. Je dis souvent aux gens, ici, on voit les feux de circulation. Jamais qu'on va dire à nos enfants, traverse la rue sans regarder à gauche et à droite. Mais savez-vous, beaucoup de nous, on fait ça. On traverse la rue sans regarder à gauche et à droite et encore à gauche avant de traverser. C'est pareil dans les finances. Alors, c'est ça qui fait que quand on a une maison à l'envers, je ne sais pas si jamais votre agent immobilier vous vend une maison puis que le toit est à l'envers, je suis sûre que vous n'allez pas dire oui, c'est la maison que je veux. OK? Alors, pourquoi nous devons accepter ça dans nos finances? Nous ne devrons pas. Alors, ça devient très, très important. Alors, comme un architecte, on doit mettre en place un plan. Un plan en commençant par la fondation. S'assurer que si jamais il y a perte d'emploi, s'il y a problème de blessure ou de maladie grave ou mort prématurée, je dois m'assurer que j'ai de l'argent qui va remplacer ce revenu-là. OK? Alors, comme un architecte, je dois mettre en place un plan. Et l'architecte, lui, il fait le plan et il y a un contracteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter le plan. OK? Et c'est ça qu'on fait. Alors, les personnes qui vous ont parlé ici, c'est ça qu'on fait dans le fond. Alors, en tant que guide, qu'est-ce qu'on va faire? On va rétablir la maison financière en s'assurant que la fondation est solide. Puis après ça, on va monter, on va bâtir les murs, puis tout ça, et on va bâtir le toit et non pas le contraire. OK? Et c'est ça. Alors,
J'espère que ça éclaircit. C'est certain que quand tu n'as pas beaucoup de temps, des fois, on va très, très rapidement. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de saisir le cœur de ça et à travers ça, on va pouvoir en discuter un peu plus. Super, très intéressant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, l'assurance, là, je peux te garantir, la communauté, c'est vraiment dur. Donc, on a besoin de beaucoup de ce genre de conversations. Et on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On a plein de questions. On va essayer. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà répondu aux certaines questions ici, mais il y a des questions en anglais et en français. Si on va essayer de répondre et puis voir si on peut répondre ou bien si on avait déjà parlé de ces conversations-là. OK, on va aller juste au départ. OK. Je sais qu'il y a qui t'a parlé du property management. Oui. Donc, une personne demande ici qui paye. S'il y a des prix fixes. Ah oui. Oui, ça habituellement, oui, à 10%. Les prix. Oui, c'est habituellement 8 à 10% pour property management. Dépendamment en Ontario, c'est 8 à 10%. Dans d'autres provinces, tu peux le trouver, c'est un peu moins, 7%, quelque chose du genre. Mais il se charge vraiment de toutes sortes de problèmes, comme ma toilette, il y a un problème avec ma toilette, un appel, tout ça, ton property management c'est charge de ça. Et c'est pas toi qui le payes, c'est 8 à 10% du revenu que tu reçois. Donc, admettons que le locataire te paye 1 000 $ par mois. Donc, le 10% de ça, 100 $ va aller à property management et puis le restant va te revenir. Le genre. OK, parfait. Une question ici au niveau des épargnes. On a déjà parlé de l'épargne. On parle de conciliation or settlement. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Moi, j'ai répondu. Et puis, settlement, tu as déjà répondu? Oui, j'ai juste dit que je ne suis pas trop fanatique de ça, personnellement, l'affaire de debt consolidation. Si c'est vraiment une option que tu dois faire, donc tu le fais. Mais la plupart des gens consolident les dettes, mais ils ne comprennent pas que c'est quand même encore une dette qui est encore là que tu dois payer. Donc, consolider tes dettes ne veut pas dire que tu as éliminé tes dettes. C'est juste, tu dois encore les payer. Donc, si tu dois les faire, assure-toi que tu le consolides avec un intérêt qui est moindre que d'autres, que ce que tu avais avant. Mais la plupart des gens qui le font, ils aiment le faire parce que c'est juste une dette qu'ils peuvent se focaliser sur cette dette et puis payer. Et puis, si ça te facilite la tâche, tu peux le faire. Il y a d'autres personnes aussi qui décident, non, je ne veux pas consolider, mais ils utilisent aussi l'équité dans leur maison pour pouvoir, lorsqu'ils font les refinancements de leur maison, quand la valeur de la maison a augmenté, ils vont ils vont faire le refinancement de ça et puis ils vont prendre un peu de cette équité qui est dans la maison et puis ils vont l'utiliser pour payer leurs dettes. Personnellement, moi, quand ça vient à prendre l'équité de la maison, je crois vraiment fortement à le faire vraiment pour investir dans d'autres immeubles et tout ça. Mais vraiment, pour payer les dettes, je dirais vraiment, tu peux vraiment le faire. Élimine ta plus grosse dette, là, toutes tes cartes de crédit. Tu peux le faire avec vraiment ton revenu. OK, super. Merci beaucoup. Si je peux juste ajouter ici au niveau de cela, souvent aussi, lorsqu'on parle de ces domaines, je pense aussi c'est pour combien de temps, hein, tu vois, parfois il y a aussi la durée. Donc, si c'est pour 6 mois, 8 mois, et puis après, ça augmente ton score de crédit, c'est bien aussi pour cette manière-là. Donc, ça dépend de la situation. Et puis, si c'est pour acheter ou bien éliminer pour acheter des immobiliers, tu peux aussi le faire juste pour essayer d'avoir moins de dettes. C'est toujours important. Et ne pas montrer que tu as beaucoup de dettes. Si tu peux en avoir un et que si c'est pour faire d'autres achats importants, pourquoi pas. Donc, il y a d'autres questions.
pas mal. Mais on est encore, on a quelques temps, on fait bien, on est correct. Ouais, ben, les gens parlent de sous-sous, des tontines. Donc, si vous avez Il y a une question, Marie. Si tu vois là une question de Ange King qui a posé une question à Josiane, qui était une bonne question. OK, des anges. Ben, vas-y, si tu le vois, le poser. Ouais, je la vois ici à 8h26 p.m. Ange King a dit très bonne contribution, Suzanne. Oh non, c'était à Suzanne. Ah oui, c'était à Suzanne. Par contre, si c'est une nouvelle coopération sans l'information financière précédente, quelle information fournir aux créanciers pour remplacer ces documents financiers manquants? J'ai l'impression que vous la poser à Josiane. C'est vraiment Josiane. Je pense que c'est Josiane. Quand on vient quand on a un start-up, ça veut dire on vient juste de commencer, on n'a aucun record, comme on dit. Généralement, il faut faire des projections. Ça veut dire que dans ce cas, la démarche de la demande financière est un peu plus différente. Ça veut dire qu'il faut convaincre le financier par votre projet. Donc, vous devez faire une projection financière. Par exemple, vous devez faire une projection sur 2-3 ans pour montrer comment votre projet est non seulement profitable, mais aussi crédible. Et aussi, il peut arriver que ce soit une niche. Donc, ça veut dire que c'est un business où on n'a pas forcément accès à des données. Parce que généralement, quand on fait une demande de financement, on va regarder dans les statistiques, on va regarder chez les concurrents, on va voir un peu ce qui se fait sur le marché pour pouvoir faire des projections. Mais il y a des projets qui naissent, qui sont des niches qui n'existent pas. Dans ce cas, vous pouvez faire un petit sondage dans l'environnement dans lequel vous voulez faire votre projet, vous voulez mettre en place votre projet. Vous faites un petit sondage juste pour avoir les tendances. Comme ça vous permet de vous rapprocher plus de la réalité. Mais je dois dire que pour des nouveaux projets, des startups, généralement, ils sont moins exigeants parce qu'ils comprennent. Ils vont plus se focaliser sur votre modèle économique. Donc, si vous êtes une start-up et vous avez besoin d'argent, veillez à ce que le financier ou l'organisme pour lequel vous appliquez comprenne votre business model. Comment est-ce que vous allez faire l'argent? Comment votre entreprise va produire de l'argent? Si vous expliquez bien, et vous leur démontrez que, voilà, dans l'environnement dans lequel vous voulez faire votre entreprise, c'est-à-dire le marché, vous êtes capable d'avoir une part de marché, oui, ils vont vous financer. C'est ça. Merci beaucoup. Et je vois que les dames, vous avez vraiment répondu à plusieurs questions qui est déjà là. Une autre question, peut-être on n'a pas vraiment beaucoup parlé et on ne peut pas tout couvrir. Prochaine fois, peut-être il y a question d'équité, les gens veulent savoir comment prendre leur argent pour multiplier. Donc, puis une autre chose que j'aimerais aussi, peut-être Suzanne ou Aki, même Nicole, c'est on parle toujours de la banque. J'ai entendu beaucoup la banque. Mais il y a d'autres moyens que la banque. Moi, la banque, là, parfois, c'est comme, OK, c'est bon. Est-ce que vous pouvez au moins élaborer? Il y a d'autres manières, peut-être nos dames ici ne savent pas. Il y a, comme on dit en anglais, second lender, third lender, il y a des moyens. Ouais, il y a des moyens des investisseurs qu'on ne connaît pas, qui sont cachés quelque part. Il faut aller les retrouver. Il faut nous donner un peu d'informations. Comment voir l'argent? C'est comme l'argent part de l'argent. Comment voir l'argent? C'est sûr que tu peux toujours aller dans un B-Lender. L'affaire est que quand tu fais affaire avec une banque, la banque va te donner les produits de cette banque-là. Si tu fais affaire avec ce qu'on appelle des brokers, les brokers vont les magasiner pour toi comme un genre comme un combo. Le broker va magasiner avec plusieurs banques et des fois aussi ce qu'on appelle des B-Lenders. Donc, les B-Lenders, ça va te coûter un peu plus pour des taux d'intérêt,
mais au moins, ça peut aussi t'aider à faire cet investissement. Si c'est un bon investissement, et on n'a pas parlé de tout ça quand on parle de droit immobilier, mais où est-ce que tu investis, c'est aussi important parce que tu veux aussi que ça croître la valeur, right? Donc, si c'est un bon investissement et tout ça, tu sais que même si je paie un peu plus de taux d'intérêt, ça va valoir la peine. Et puis, en plus de cela aussi, il y a des investisseurs privés. Et puis, ton broker peut aussi t'aider à trouver ça. Ils savent où aller trouver de l'argent et peuvent t'aider à cet égard. Il y a aussi dans la communauté aussi des gens, même toi-même, c'est la Bible. La Bible, là, vraiment, ça te parle de tout, je vous dis la vérité. Okay? Je ne vais pas parler de religion, mais je veux juste dire, quand la Bible dit que, you know, you were supposed to be, you're not supposed to be a borrower, you're supposed to be a lender. Hey, c'est quoi? On est appelé à être la banque. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu voilà, Soussou, on est là pour le Soussou, la tantine, tout mais il y a Marie, il y a encore même plus que ça. Le Soussou permet d'épargner. Mais quand je t'ai dit d'être la banque, c'est vraiment que tu commences à faire de l'intérêt. C'est lorsque tu commences à faire de l'argent. Moi, je dors la nuit paisiblement parce que mon argent travaille plus fort que moi. OK? Et c'est ça vraiment ce que tu veux atteindre dans la vie. Parce que en devenant la banque, est-ce que tu sais que tu peux, toi, en tant qu'individu qui a des REER, est-ce que tu sais que tu peux emprunter ton argent de tes REER dans le droit immobilier? Choc. Habituellement, quand je sais, il y a tellement beaucoup de choc. Oui, tu peux. Si tu as l'argent, tu as 50 000, 60 000, tu peux transférer ton argent de REER, transférer dans un genre de compte de REER qui te permet d'investir cet argent-là. Au lieu que ça soit là en train de faire de 2-3%, tu peux devenir ce qu'on appelle un lender. Mm-hmm. Comme ça que moi, je décide, bon, OK, donc moi, je veux, et puis tu dis c'est quoi le taux d'intérêt que tu veux là-dedans. Et puis, ça peut se faire dans de 8%, de 9%, de 10%, de 11-12%. Il y a de façon vraiment pour le faire. Et c'est comme ça que ton argent commence à faire de l'argent pour toi. L'argent, techniquement, reste toujours dans tes REER. Tu ne payes pas des taxes lorsque tu le fais en ce moment-là. Victoria aurait beaucoup de questions. Mais ça, c'est comme ça. On doit avoir tout un autre panel pour ça. Tu ne payes pas des taxes mais tu vas payer constamment, tu vas retirer l'argent de tes REER. Mais ce n'est pas ça que tu es en train de faire. En ce moment, tu es juste en train de faire du compound interest avec ton argent. Tu es juste en train de faire de l'intérêt. Et tu peux le réutiliser de cette façon. You're a lender. You are fulfilling biblical obligations. Et puis une chose à savoir, je pense, pour la communauté, on doit travailler ensemble. Oui. Pour parfois arriver, il faut travailler ensemble. Aujourd'hui, on est là avec les experts de plusieurs différents backgrounds et puis ça nous aide. On aura toujours besoin d'une personne qui est là comme comptable de s'assurer que nos revenus quand même, là, quelqu'un qui va regarder nos revenus. Hein. Donc, il faut avoir tout le monde et puis je me dis, on est parfois souvent en retard. Et puis, lorsque je regarde l'exemple que Nicole a donné pour Brampton, les villes qu'il y a beaucoup d'autres communautés, on travaille ensemble pour avoir ces communautés-là. Et nous, on n'a pas encore cette capacité, on n'est pas encore arrivé là. Donc, c'est pour ça que j'appelle toujours, faire l'appel aux femmes leaders d'avoir plus des idées innovatrices et regarder plus loin comment arriver en tant que dans une communauté, de dire quelque part, je ne sais pas moi, cette ville ou bien quelque part là, c'est une communauté de Noirs qui sont là, qui ont tout acheté. À nous, ça nous tu dois devenir une force économique. Tu dois d'abord devenir une force économique. C'est pour ça, moi, personnellement, j'avais commencé Financially Savvy Girl parce que tu ne peux pas être invité à la table où les décisions sont prises si tu ne deviens pas une force économique. Donc, il faut des gens de rencontres comme ça, c'est important, mais il faut investir. Il faut commencer vraiment à être une voix et une force où les gens veulent t'appeler parce que tu deviens comme un lobbyiste. Tu deviens comme quelqu'un qui a ce qu'on appelle bargaining chips dans tes mains là. Ils veulent que tu sois sur la table parce que la communauté est bien équipée. L'argent parle. Malheureusement, l'argent parle. Et on doit faire, donc il faut qu'on investisse, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ait une banque. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une banque en tant que communauté? Il faut qu'on ait...
Combien d'années là, j'essaie de changer la tontine de l'Ikelemba pour devenir credit union. C'est tellement important. Je voulais rajouter quelque chose. Avoir des credit union, mais lorsque tu vas poser une pétition pour les gens à signer, là, tu vas te retrouver avec moins de signatures et puis ça va juste finir là. Mais on a besoin d'un credit union, quelque chose même plus qu'une banque. Moi, je pense, pour ajouter quelque chose d'important, beaucoup de fois dans notre communauté, on a beaucoup de désirs. Like, on veut, on doit, on va. Et des fois, c'est manque d'informations. Des fois, c'est ce qui nous tue. Voilà pourquoi je suis très contente que Leading Ladies, que vous puissiez organiser ce genre d'événements. Moi, je voulais partager quelque chose qui est assez important, surtout par rapport aux immigrants. Des fois, quand on vient dans ces pays, ce n'est pas totalement notre faute qu'on se retrouve sans information ou sous-informé. C'est parce qu'il y a un système qui existe pour marginalize le noir, pour nous mettre toujours dans une classe sous bas. Ça veut dire que dès qu'on arrive, des fois, on nous donne de moyens trop facilement. Par exemple, certaines moyens de gouvernement, qu'on va donner les loyers, on va payer chaque mois, on te donne tout. Et on se retrouve, pas tout le monde, je dis en général, on se retrouve très confortable dans ce genre de système. En fait, c'est un système qui existe. On te paye les loyers, on te donne le soutien, je pas d'argent. Et on est très bon des fois à apprendre de nos amis comment faire pour recevoir plus de l'argent de Trudeau, l'argent de ceci, de ça. En fait, ces genres de choses ont été créées pour nous tuer ton communauté parce qu'après, tu vois des gens qui ont été ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont toujours locataires. Et quand nous tous, on parle quelque chose de... Je pensais que j'allais être la seule à parler sur l'immobilier aujourd'hui, mais je suis très contente que tout le monde, tous les panélistes ici parlent de l'importance de l'immobilier. On a des gens qui sont des coachs en finance, des comptables, tout le monde parle de l'immobilier. Pourquoi c'est important? Parce que tant qu'on reste locataire, on ne s'enrichit pas. L'immobilier, c'est le numéro un moyen de create your wealth, pour s'enrichir. Je ne veux pas dire riche, mais je veux dire de wealth dans ce pays où nous nous trouvons. Donc, connecte-toi avec un agent immobilier. Juste à cause du temps, je n'aurai pas le moment de donner toutes les étapes qu'il faut, comment y arriver pour acheter au moins sa première maison, deuxième ou troisième. Je n'aurai pas tout le temps de discuter vraiment quels sont les bénéfices d'être locataire contre propriétaire et tout ça, mais si vous voulez vous connecter avec moi ou si vous connaissez quelqu'un dans votre network qui est agent immobilier, je vous conseille à 100% de vous connecter avec eux. On est là pour travailler pour vous. On sera en mesure de vous éduquer par rapport au marché. Moi, au moment où j'étais très confortable aussi, habiter dans mon condo, centre-ville Toronto, très proche du travail, je travaille au centre-ville, blablabla. Mais au moment où je commençais les études dans l'immobilier, j'ai appris un secret par rapport au temps. Autant que le marché l'immobilier fonctionne, le plus tôt que tu rentres dedans, le plus tu peux garantir ton avenir. Le plus tu attends, même 1 mois, 2 mois, 3 mois dans les marchés où on se trouve, ça sera de plus en plus difficile d'entrer. Donc, j'encourage tout le monde de parler de se faire ami, être transparent. Il ne faut pas faire qu'on connaît tout, être très transparent avec un coach des finances, quelqu'un qui peut te tenir à la main. C'est exactement ce que je fais, ce que mon mari a fait pour qu'on puisse avoir notre maison. On faisait des bons moyens dans notre travail de 9 à 5, très bons moyens, mais on faisait la belle ville au centre-ville de Toronto. Au moment où on a reçu cette information, dans moins d'1 année, mes chers amis, moins d'1 année, on a pu avoir notre première préconstruction, on a construit une très belle maison. Et ça pourrait nous prendre avant ça, mais ça nous a pris plus de temps parce qu'on n'avait pas l'information qu'il fallait. Et c'est secret par rapport au marché. On dit en anglais, timing is of the essence. Le plus qu'on attend, le plus ce sera difficile d'entrer dans le marché. Pourquoi? Parce que of the inflation. Je pense qu'en français, on dit aussi l'inflation, je ne sais pas. Inflation. Le dollar qu'on a le dollar qu'on a aujourd'hui à la banque ou n'importe où tu gardes tes dollars, ça te vaut moins demain. Ça veut dire que ton $100 ou $1000 aujourd'hui, 1 year ou 1 année plus tard,
c'est tout 0,5% de moins que ça vaut dans le marché parce que les choses continuent à augmenter de prix et ton dollar reste pareil. Voilà pourquoi il ne faut pas juste garder l'argent dans la banque, il faut l'investir, il faut le mettre dans l'immobilier, il faut se connecter avec des professionnels, pas ce que ton ami a dit ou ce que tu as appris dans le marché. Fais-toi ami avec des professionnels, écoute le secret et ça ne va pas te prendre. Ce que pourrait te prendre 10 ans pourrait te prendre une année. Ça pourrait te prendre 5 mois quand tu as la bonne information et le temps est très précieux dans ce pays. Donc, il vaut mieux se lancer maintenant, dans moins d'une année que plus tard, parce que les maisons aujourd'hui peuvent coûter en moyenne dans les 500-600 000 pour une petite maison. Mais demain ou l'année prochaine, ça va monter à 600 000, à 700 000 et ça sera plus difficile de se rattraper. Je parle plus aux gens qui sont le first-time home buyers, si c'est votre première fois et que vous n'avez pas d'autres sources d'equity à côté, vous pouvez prendre de l'argent et tout ça. Vraiment, mettez-vous dans l'immobilier. Même vous qui avez déjà l'immobilier, si vous pouvez faire de votre argent, travailler pour vous, comme Aki a dit, fais louer une chambre, fais louer ton sous-sol afin que tu puisses encore te faire de revenus dans ta maison et acheter une deuxième ou troisième maison. C'est à partir de cela qu'on sera en mesure d'être une communauté forte, qui a des moyens, qui a l'argent, qui est wealthy et on pourrait passer cela aux générations à venir parce que être locataire là, tu es simplement en train de payer le mortgage ou l'hypothèque de quelqu'un d'autre. C'est simple. Merci beaucoup. Je veux juste pour le temps, ça va, on a passé le temps. Merci vraiment. C'était très bien. On a fait notre temps comme il faut et puis on doit arrêter. Mais Leading Ladies Canada fait toujours de webinaires au niveau de finance. Ça, c'est notre première en français. Mais on a souvent en anglais. Donc, on aura notre webinaire en finance dans le 4 octobre en anglais. Ça, c'est notre 4e audition. Donc, on fait toujours ça parce que le finance, pour moi, l'argent, c'est très important. Donc, ça prend beaucoup. Même on est ici au Canada, mais aussi pour aider toujours les pays là où tu viens, tout ça, la famille, on a toujours les familles nombreuses. Puis, j'ai dit, en parlant d'investissement au niveau des maisons, ne pensez pas seulement investir ici. Pensez aussi ailleurs, hors du pays, dans vos pays natals. Toujours penser. Il ne faut pas juste dire, OK, ma vie va terminer ici. Et Covid, après le temps de Covid, il y a beaucoup de gens qui voulaient partir, prendre des vacances quelque part ailleurs et puis tu te retrouves, oh, j'ai pas de maison là-bas, j'ai rien là-bas, c'est juste ici. Donc, il faut toujours penser à investir plusieurs endroits, ne se limitez pas. Je vais prendre ces moments aussi pour remercier mes panélistes. Merci beaucoup, Aki. Merci beaucoup, Suzanne, Nicole et Josiane. Pour vous qui est la première fois, je sais qu'on va se revoir. On va faire ça encore en français pour d'autres sujets et bénéficier de la communauté francophone de Leading Ladies Canada. Et pour Aki qui est toujours là à l'appel, merci. On va se revoir encore. Et je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup, les dames. C'était un plaisir. Merci d'avoir organisé, Marie. Merci. Bonne soirée. Plaisir de vous rencontrer tous, mesdames. Oui. Bonne nuit. Au revoir.